Décembre 1987, le Rainbow Warrior, fer de lance du mouvement pacifique et écologiste Greenpeace, est sabordé au nord-est de la Nouvelle-Zélande devant les caméras de télévision du monde entier. Une cérémonie réservée ordinairement aux grands chefs de tribus maoris est célébrée en l'honneur du guerrier de l'arc-en-ciel, le Rainbow Warrior. Pendant 8 ans, le bateau et son équipage ont sillonné les mers du globe avec pour seule mission protéger la planète. Le nom du Rainbow Warrior est né d'une vieille légende indienne d'Amérique du Nord. Quand la terre sera vidée de ses ressources, quand la mer sera devenue noire, les ruisseaux empoisonnés, les daims morts les uns après les autres sur les pistes, juste avant qu'il ne soit trop tard, les Indiens retrouveront leur esprit et ils apprendront à l'homme blanc à respecter la terre. Tous seront unis et deviendront des guerriers de l'arc-en-ciel. Aujourd'hui, à Mattori Bay, joyau de l'île du Nord, l'épave du Rainbow Warrior repose sur le sable par 24 mètres de fond. Pour Gary Gilbanks, guide de plongée, on éprouve une sensation étrange sur le Rainbow Warrior. À chaque fois que vous entrez dans l'épave, vous pensez toujours voir surgir un nageur de combat français prêt à vous sauter dessus. Chaque année, plusieurs milliers d'amateurs de plongée sous-marine venus du monde entier descendent dans le monde du silence pour visiter The Home of the Rainbow Warrior, la maison du Rainbow Warrior. Février 1978, dans les docks de Londres, le Sir William Hardy, un vieux chalutier de pêche mis à l'eau en 1955, est racheté par Greenpeace pour 44 000 livres. De nombreux bénévoles se relaient pour restaurer le bateau. La cale est transformée en salle de meeting, le théâtre. Sur le pont, tout est démonté, à commencer par les équipements de pêche. En moins de 3 mois, avec les moyens du bord, le Sir William Hardy retrouve une seconde jeunesse. Repeint de vert et de blanc, il devient le Rainbow Warrior. Tous les gens qui traînaient dans les docks pensaient que cette bande de hippies, que nous étions, après tout, n'irait pas bien loin. On se sentait investi d'une mission qui était d'aller protéger les baleines. Alors, on n'allait pas protéger les baleines en autobus, n'est-ce pas ? Donc il fallait un bateau. Et l'idée, c'était ce qu'on appelait à l'époque l'action pacifique directe. On appelait ça comme ça. Il faut aller là où les baleines sont massacrées. Et il n'y avait pas de... Contrairement à ce qu'ont prétendu les gens qui ne nous aiment pas, en particulier les services secrets français, non ? Il n'y avait pas une conspiration comme ça de gens qui ont décidé de créer une grosse organisation puissante avec un lobby politique et tout ça. Non, c'était beaucoup plus innocent que ça. Le 24 avril 1978, le Tower Bridge s'ouvre pour laisser passer le Rainbow Warrior. À bord, l'équipage formé de 24 personnes issues de 10 nationalités fait route cap au nord pour une première campagne de protection des baleines en mer d'Islande. Ça avait été très très compliqué cette campagne parce que ici dans un bureau ou dans un café tu dis alors on va aller s'interposer entre les chasseurs baleiniers et les baleines, mais ensuite un baleinier en pleine mer c'est comme
comme une aiguille dans une botte de foin. Et puis, bien entendu, les baleiniers vont beaucoup plus vite que notre bateau qui faisait du 13 nœuds, 14 nœuds peut-être dans les meilleures conditions. Et la seule manière de les choper, c'était lorsqu'ils avaient déjà tué une baleine. C'est-à-dire c'était des catcheurs qui, lors de chaque trajet, remorquaient 3 baleines, un maximum de 3 baleines. 3 fois de suite, on était parvenu à les choper et donc on les avait empêchés de chasser. La première confrontation sérieuse a lieu avec le Whaler 9, un baleinier islandais. Pendant plus de 6 heures, le Rainbow Warrior et son équipage vont harceler les chasseurs. On se sentait investi d'une mission et on se retrouve devant le baleinier avec le harpon et le Rainbow Warrior est très loin, la visibilité nulle, des vagues tellement grandes de toute façon on ne voit plus le bateau. On pouvait se faire flinguer par le harpon et peut-être disparaître et tout le monde aurait dit c'est un regrettable accident, ils ont été bouffés par une vague et voilà. Et ceci dit, je me souviens, on s'est regardé et on a dit « We won't let him have it ». Il y avait la baleine là, et on était... c'était la mission. Et ça, on le prenait vraiment au sérieux. C'était pas du spectacle. Et bien qu'il n'y ait pas de témoins, qu'il n'y ait rien, on était là, on va rester, on va le faire et on l'a fait. Fort de ce premier succès, le Rainbow Warrior revient l'année suivante. Tout d'abord en juin pour une campagne de 20 jours. À 2 reprises, le bateau est arraisonné et reconduit à Reykjavik. You all know that the police came to the boat today and that Peter was called into court and we have simply been served with a piece of paper. It's not a writ, it's a complaint by Lawson regarding the harassment of his boats. The judge asked Pete and myself to appear in court tomorrow afternoon at 1 o'clock. If we leave tonight, before the 1 o'clock thing tomorrow at the court, and harass the whalers, they cannot, because we do not have an injunction in our hands. We are not up for a jail sentence. And therefore, it's the opinion of the few of us that were talking to the lawyer for the last 4 hours that we should leave right now. En août, le Rainbow Warrior fait à nouveau route vers l'Islande. 10 jours à peine après son arrivée sur site, une frégate de la marine de guerre islandaise intercepte à nouveau le bateau. Cette fois-ci, l'équipage est en état d'arrestation, le matériel est saisi. Rainbow Warrior Team, I have a message for your captain. Are you ready for receiving that message? Yes, we are. Go ahead. Yes, thank you. We have orders to tell you to go back to Reykjavik as you have defied the order of the court to stay there till next week. Stop. I ask you again to do so. And signed Master of Tyr. We have one question that possibly your captain could answer us. Could you please tell us whether we are under arrest? Rainbow Warrior Tyr, will you please write a order? Will you please stop the engines here by our side? We are discussing. Just a moment, please. Why can't we just keep going for a bit longer? Well, we got 5 hours. The point was that we can start a thing, but they have told us 5 times. Rainbow Warrior Tyr. Rainbow Warrior. Yes, the answer is yes. You are under arrest. Fine, we'll call you back in just a moment, please. Thanks very much. Yes, thank you. Now, we have discussed it here on the Rainbow Warrior. We are totally in opposition to your arresting us, but we respect your laws of your rights in territorial waters, and we are returning to Reykjavik as long as you enter into your log that we are returning under protest. Would you confirm that with the captain, please? Yes, Rainbow Warrior Tyr. Yes, we got that. If you will please confirm that you are now going to return to Reykjavik, but under protest, as you said. Il faudra l'intervention du ministère des Affaires étrangères britannique pour débloquer la situation. Le
le Rainbow Warrior reprend la mer avec à son bord l'équipage au complet et tout son matériel. Ses missions prennent alors une autre tournure. En juin 1978, le bateau est appelé au large de l'Espagne pour intercepter le GEM, un cargo transportant plus de 2000 tonnes de déchets nucléaires. Greenpeace avait découvert que plusieurs pays européens déversaient purement et simplement en pleine mer par 3000 mètres de fond des centaines de containers radioactifs. Personne n'avait vu ces images. Personne au monde n'avait vu les images d'un bateau rejetant de façon délibérée des déchets radioactifs, même probablement des déchets toxiques en mer. L'industrie nucléaire à l'époque avait une image très très sophistiquée, très high-tech. Et le jour où les gens ont vu que en fait, les déchets, ils les balançaient comme ça en mer, ça a eu un impact réel. L'équipage du Rainbow Warrior prend un maximum de risques pour entraver le largage des déchets nucléaires. À bord du GEM, les marins utilisent tous les moyens pour repousser les assauts des bateaux pneumatiques. Une guerre totale, bien inégale, qui faillit tourner au drame quelques années plus tard avec le porte-container Rinchborg. Ce qu'ils ont fait simplement, c'est quand un Zodiac est passé, il s'est maintenu dessous, et pof, ils ont écrasé le bidon sur le... Donc un bidon d'environ 300 kg, 350 kg, pof, sur le Zodiac qui a coulé. Grande frousse, et puis on en est resté là. Habituellement, on fait face à des marins qui sont quand même respectueux de la vie humaine, et puis là, on est tombé sur un fou qui n'a pas hésité à tirer sur sa corde. Et il a raté le pilote, mais il n'a pas raté le Zodiac quand même. Donc faut savoir que ces fûts font environ 800 kg chacun, donc là il y avait 1,6 tonne au bout de l'élingue. Notre camarade a eu très très chaud, quoi. Mais ça, c'est le dernier déversement de déchets nucléaires qui a eu lieu dans l'Atlantique au large de l'Espagne. Pierre Glaise est à l'origine de la photothèque de Greenpeace. Il embarque pour la première fois à bord du Rainbow Warrior à Sellafield en 1980. J'ai eu le mal de mer de façon quasiment instantanée. Il faut savoir qu'en hiver, au bout d'un chenal de 12 000 de long, en mer d'Irlande, quand il fait mauvais, il fait mauvais. Et le passage en Zodiac avait été très violent pour un néophyte. Et il faisait très froid, et quand je suis monté à bord, il y a eu la chaleur, le mouvement à l'ancre, l'odeur de fuel, etc. J'ai traversé le bateau, je suis ressorti de l'autre côté. Ça a été une rencontre directe. Voilà, ça c'est ma première photo de ma première campagne à Greenpeace. C'est début mars 1980, c'est l'arrivée d'un bateau en provenance du Japon, chargé de déchets nucléaires, destiné à être traité à l'usine de Sellafield, qui est la jumelle de La Hague technologiquement. L'image un peu symbole de David contre Goliath, ça c'est le début du chenal. Il n'y avait eu aucune réaction des autorités portuaires ni policières à l'époque, donc on a pu aller jusque le long du quai et se mettre entre le bateau et le quai au moment où il s'est amarré. Et on y a perdu un Zodiac d'ailleurs, il y a eu un Zodiac de broyé. Un mois plus tôt, le Rainbow Warrior réalise la même action contre le Pacific Swan, un autre porte-container de la Kojima, en route vers Cherbourg. La première campagne que j'ai faite à bord, c'est contre un bateau qui transportait des déchets nucléaires qui provenaient du Japon pour être retraités à La Hague. On est venu à Cherbourg en janvier 1980 et on nous a expulsés des eaux territoriales françaises pour avoir violé une loi qui date du début du 19e siècle, parce qu'on avait mis une banderole sur le côté du bateau. Donc on a fait demi-tour et on est resté à la limite des eaux territoriales jusqu'à ce que le Pacific Swan, le bateau qui transportait des déchets nucléaires en provenance du Japon, arrive dans les parages. On est allé à sa rencontre et on est entré dans le port pour mettre le bateau entre le Pacific Swan et le quai. Et on a été encerclé par plusieurs bateaux militaires. C'était une nuit avec du brouillard et on s'est fait arrêter par les CRS. Ils sont montés à bord pour contrôler le bateau. Ils nous ont retenus pendant quelques jours et finalement, ils nous ont encore expulsés. En 1980, le Rainbow Warrior est présent sur tous les fronts et se dirige vers l'Espagne pour une nouvelle campagne contre les chasseurs de baleines au large de Vigo. Sur place, le climat est tendu. Des écologistes extrémistes se réclamant d'une branche plus radicale que Greenpeace avaient déjà saboté et coulé 3 baleiniers pirates depuis le début de l'année.
Pierre Glaise et Rémi Parmentier, eux aussi, avaient été arrêtés par les autorités espagnoles pour s'être introduits clandestinement dans une usine baleinière. Quelques semaines avant, on était allé faire une mission de reconnaissance et on était entré dans l'une des usines baleinières à l'heure de la sieste. En Espagne, c'est très commode. Et dans cet entrepôt qui était à l'heure du repas vide, on est tombé sur une palette de têtes froides, donc de gros tubes métalliques que l'on visse en tête de harpon. Et donc on avait pris des photos qui étaient assez compromettantes, qui prouvaient qu'ils utilisaient des grenades non explosives qui étaient interdites par la Commission baleinière internationale. C'est une tête de harpon qui coûte beaucoup moins cher qu'une tête explosive. L'inconvénient pour la baleine, c'est qu'elle peut mettre 3 heures à mourir, quoi, si les gars font du travail de sagouin. Et on avait trouvé ces grenades il y avait du sang à l'intérieur. Donc on avait fait ces photos avec le sang qui coulait sur ma main. C'est difficile de faire plus cruel. L'homme a même été imaginé de faire des flèches plates pour abîmer le plus possible sans que ça lui coûte cher. Les gros bras sont venus nous chercher assez vivement et c'est vrai qu'on était content de voir arriver la police parce que ils n'étaient pas sympas et bien baraqués, quoi. Donc on s'est fait un petit peu secouer. Mais ce qui est formidable, c'est qu'il faut savoir que 4 ans après, c'est le vote de l'Espagne à Brighton, à la réunion de la Commission baleinière internationale, qui a fait basculer la majorité en faveur du moratoire. Et pour nous qui avons vécu ça de l'intérieur toutes ces années, ça a été un résultat extraordinaire, quoi, de voir que tout ce boulot a fait changer l'Espagne de camp et une voix a fait basculer la majorité et a entraîné le moratoire qui est toujours appliqué maintenant, même si il y a des dérogations scientifiques entre guillemets pour certains pays chasseurs, quoi. Avec tous ces événements, l'arrivée du Rainbow Warrior fait peur au gouvernement espagnol qui envoie 2 navires de guerre, le Carcasso et le Pinson, pour l'arraisonner, avec la ferme intention de le neutraliser. Nous étions en état d'arrestation à El Ferrol, sur la côte nord de l'Espagne. C'est un port militaire. Nous ne pouvions pas repartir parce qu'une pièce vitale du moteur avait été enlevée. Et donc au bout de quelques semaines, on voit bien qu'il n'y a pas moyen d'avancer par la voie légale. Et c'est à ce moment-là qu'on pense à remplacer cette pièce, la faire reconstruire à Londres, en Angleterre, et la ramener clandestinement en Espagne. Et au milieu de la nuit, bye-bye, après avoir remonté la pièce. Pour le largage des amarres, moi j'ai coupé les amarres arrière en passant par le hublot des tinettes arrière pour ne pas être présent sur le pont au couteau. Et on est parti sans feu, sans allumer les feux de navigation dans le goulet de El Ferrol. L'Armada a sorti tout ce qu'elle a pu comme bâtiment pour essayer de nous rattraper. Mais ce qui devait être un handicap s'est finalement transformé en avantage, puisqu'ils ont surestimé notre vitesse de plus du double. Parce qu'on avait un tel parc à huîtres sous la coque qu'on se traînait littéralement, quoi. On a pris, peut-être 30 minutes d'avance ou 40 minutes d'avance au départ avant qu'ils lancent leur première vedette. Cap plein ouest vers l'océan, et eux, pour une raison bizarre, ont cru qu'on avait besoin de fuel pour continuer, et ils ont été vérifier tous les bateaux qui étaient en bord de côte en train éventuellement de faire du bord à bord avec un autre bâtiment pour prendre du fuel. Après 5 mois d'immobilisation en Espagne, le Rainbow Warrior regagne l'île de Jersey. Une fois de plus, il sera accueilli en héros. One day my dreams will be real.
1981, le Rainbow Warrior traverse l'Atlantique pour la première fois et se lance à la conquête du Nouveau Monde. Le 19 mars, la colombe au rameau d'olivier arrive sur la côte est du Canada pour s'opposer à la tuerie de 15 000 bébés phoques. Quand je suis retourné aux États-Unis à la fin de 1980, quand le bateau est arrivé en Amérique du Nord en 1981, j'ai rejoint le bateau comme chef de mission. Une des premières choses qu'on a faites avec le bateau, quand il est arrivé en Amérique du Nord, c'est de partir pour Terre-Neuve au printemps 1981 et ensuite en 1982. Nous avons traversé près de 150 000 de glace. Ça nous a pris près de 10 jours pour aller sur le lieu de chasse. Il y a des jours où on faisait 8 à 10 000 seulement à travers la banquise. Pousser, attendre. Il y a une fois, on a sorti l'ancre. On a dû mettre l'ancre sur un traîneau, dérouler l'ancre et tirer le bateau au cabestan sur l'ancre qu'on avait traîné sur la banquise. Et on a trouvé un chasseur grâce à ce sillage, qui était un panorama complètement hallucinant d'une traînée de sang sur des kilomètres et des kilomètres qui tombaient derrière le bateau chasseur parce qu'il dépeçait tout en avançant dans la glace. On jouait au chat et à la souris avec les gardes-côtes canadiens, dont le bateau nous suivait et essayait de nous empêcher d'y arriver. On a finalement réussi. On a mis des gens sur la banquise pour taguer plusieurs bébés phoques. Finalement, ça a duré quelques jours et les gardes-côtes canadiens ont envoyé des hélicoptères avec des policiers qui sont venus nous arrêter. Et le bateau a dû repartir pour permettre à ceux qui avaient été emprisonnés de sortir des prisons canadiennes. Un an plus tard, le 11 mars 1982, le Parlement européen recommande par 160 voix contre 12 l'interdiction d'importer des peaux de phoque en Europe. L'Europe représente alors 75% du marché. La nouvelle fait l'effet d'une bombe au Canada. Le Rainbow Warrior s'attire les foudres des autorités. 3 membres de l'équipage qui avaient débarqué sur la banquise sont arrêtés par les gardes-côtes. Roger, Tupper. Could you give us an indication of your intentions with regard to these persons, please? What do you intend to do with them? Over. These people will be judged under the Fisheries Act. Over. Thank you, the Tupper. Rainbow Warrior standing by on 16. En fait, il y a une loi au Canada appelée loi de protection des bébés phoques qui interdit de s'approcher des bébés phoques à moins que ce ne soit pour les tuer. Les actions spectaculaires du Rainbow Warrior et une solide campagne orchestrée par Greenpeace à travers toute l'Europe finissent par faire plier la communauté économique européenne. Le 17 décembre 1982, le Parlement de Bruxelles interdit définitivement l'importation et la vente des peaux de phoques sur le vieux continent. En cette fin d'année 82, changement de programme. Le Rainbow Warrior, qui croisait au large du Costa Rica, rejoint les côtes du Pérou, 800 km en 3 jours. Le Pérou, avec l'URSS, le Japon et la Norvège, vient de dénoncer le vote qui suspendait pour 3 ans la chasse à la baleine. Le voyage a duré, je crois, 2 ou 3 jours. Le but était de réunir avec Greenpeace les écologistes du Pérou et la presse pour faire connaître notre position. C'est après ça que nous sommes allés dans un port baleinier où les Japonais avaient un bateau et où on a fait une action. On a été arrêtés pendant 2 ou 3 semaines et je crois que 6 mois après, le Pérou a annoncé qu'il stoppait la chasse à la baleine. En partie grâce à notre présence. 6 mois plus tard, le Rainbow Warrior se rend dans la région la plus interdite de l'URSS, la Sibérie. Greenpeace soupçonne les soviétiques de ne pas respecter le moratoire sur la suspension de la chasse à la baleine commerciale. Le bateau traverse le détroit de Bering sans autorisation. Des membres de l'équipage se risquent à terre pour rechercher des preuves. Très vite, ils découvrent que les pêcheurs russes ne pratiquent pas une chasse de subsistance, mais qu'ils massacrent les baleines pour nourrir les élevages de visons. 7 personnes sont arrêtées par les militaires. Le reste de l'équipage filme la scène.
Le bateau est pris à partie par un cargo qui manœuvre dangereusement pour les éperonner. Soudain, le radar du Rainbow Warrior repère 2 navires de guerre soviétiques approchant à grande vitesse. Peter Wilcox, le capitaine, refuse de se rendre. L'abordage semble inévitable. L'équipage décide alors de sauver les images. Jim Henry se porte volontaire pour retraverser le détroit de Bering et rejoindre l'Alaska avec une annexe rapide pour mettre les preuves à l'abri. Un hélicoptère de l'armée russe le prend aussitôt en chasse. Soudain, Jim est projeté dans l'eau glacée par les turbulences des pales de l'hélicoptère. Il est repêché et arrêté. Se poursuite entre la flotte soviétique et le Rainbow Warrior est engagé. Dix heures plus tard, le Rainbow Warrior réussit à s'échapper. While chased by the Russians, a ship belonging to the Greenpeace Environmental Group is in safe harbor tonight. Its cargo includes film taken during a surreptitious mission to Siberia. But Terry Drinkwater reports some crew members are in Soviet hands. The Rainbow Warrior is back in American waters tonight near Nome, Alaska. But 7 of its anti-whaling protesters remain in custody in Siberia after being captured by the Russian military. The Greenpeace Force had gone ashore to take pictures of a Soviet whaling station. They say they photographed a Russian whale meat processing plant, which they claim was outlawed by world whaling agreements. Terry Drinkwater, CBS News, off Nome, Alaska. Juin 1983, le Rainbow Warrior quitte Vancouver et part en croisade contre les filets dérivants. Les navires-usines japonais pêchent le saumon sans autorisation dans les eaux territoriales américaines. Les filets dérivants de plus de 50 km de long déciment chaque année 750 000 oiseaux de mer et de nombreuses baleines et requins. Chaque nuit pendant la saison de pêche, plus de 50 000 km de filets sont posés, plus que la circonférence de la Terre. Première victoire pour Greenpeace en 1987. Les États-Unis interdisent à la flotte japonaise de pêcher dans ses eaux territoriales. Le 31 décembre 1992, les plus grandes nations de pêche, le Japon, Taïwan et la Corée du Sud, retirent du Pacifique leur flotte de fileyeurs, soit plus de 1200 bateaux. L'année 1984 sera l'année de la rénovation complète du Rainbow Warrior. Mise en cale sèche, la salle des moteurs est entièrement refaite et le pont reçoit en Floride pour la première fois un jeu de voile. Je descendais de l'avion provenant d'Europe et j'arrivais aux États-Unis au milieu de la nuit. C'était mon premier voyage aux États-Unis et voilà, j'étais en Floride. Et quand je suis arrivée sur le chantier naval, il était là hors de l'eau. Vous imaginez en cale sèche, au sec? Eh bien maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'était un bateau, je ne sais pas comment dire. J'avais travaillé sur le bateau Sirius en Europe et là-bas, tout le monde aimait le Rainbow Warrior. Tout le monde à Greenpeace. Tous les anciens nous parlaient du Rainbow Warrior. Et c'était impressionnant de voir enfin le bateau en vrai. Nous avons mis des voiles à Jacksonville en Floride. C'est une autre histoire qu'on ne devrait pas raconter. Et on a fait les premiers essais sous voile là-bas. Et on a eu un petit problème. Lors du premier voyage, il y a une pièce qui a cassé. Le mât principal
faisait entre 30 et 34 mètres et il était posé sur le pont. Il ne traversait pas le pont. Et si les haubans avaient cassé, il serait tombé sur le côté. On a eu des moments d'angoisse pour sécuriser le tout alors qu'on était en mer, pour que ça ne passe pas par-dessus bord. Après ça, on n'a plus jamais eu aucun problème avec les voiles. Et ensuite, on a traversé le canal de Panama et on est entré dans le Pacifique. On a été accueillis par des dauphins qui sautaient, c'était incroyable. L'eau était calme, la journée était calme. Et tous ces dauphins, des centaines de dauphins, nous offraient un spectacle incroyable. Ils dansaient autour de nous. C'était un accueil très agréable. Et quand on est arrivé à Hawaï, à la voile, sur la plage de Diamond Head, on a vu des baleines à bosse. C'était un vrai cadeau. C'est la seule fois de ma vie où j'en ai vu. Et je me rappelle le bateau qui filait sous voile plus vite que jamais. Je pense que c'est important pour une organisation écologiste de tirer parti du vent et de servir d'exemple. J'aimerais que beaucoup de cargos fassent de même et utilisent le vent. Ils ne le feront pas tant que le prix du gasoil ne sera pas plus cher. C'est bête, c'est vraiment dommage. Je voudrais que nos gouvernements fassent quelque chose pour les cargos qui s'équiperaient de voiles. Après Hawaï, on est allé aux îles Marshall. Nous avons évacué les habitants de Rongelap. Quand on est arrivé sous voile dans le lagon et qu'on a vu ce paradis tropical, ces cocotiers, l'eau bleue, le sable blanc, je me suis demandé pourquoi ces gens veulent-ils partir? On ne peut pas parler de paradis. On sait maintenant que toutes les îles Marshall étaient irradiées. Et donc vous ne pouvez pas parler de paradis si vous devez vivre entouré de radioactivité. Et un petit bateau est venu sur la plage à notre rencontre. Il avait un petit drapeau sur lequel il était écrit « Nous aimons le futur de nos enfants ». Tout le monde connaît l'histoire des habitants de Bikini quand ils ont été déplacés de leur île, mais personne à cette époque n'avait entendu parler des gens de Rongelap, qui avait été fortement contaminé par un test particulier appelé Bravo Test. Il s'est déroulé en mars 1954. C'était une bombe d'un mégatonne tirée depuis Bikini, dont les effets sont retombés sur cette île où 700 personnes habitaient. Le problème, c'est qu'après avoir été irradié par une bombe très puissante, 1000 fois plus puissante que Hiroshima et Nagasaki, on les a ramenés sur l'île contaminés au bout de 3 ans. Ils souffraient de douleurs graves, dues aux radiations. Un certain nombre ont développé un cancer de la thyroïde, toutes sortes de maladies chroniques, des problèmes de peau, une très forte augmentation de fausses couches, et un cas d'un jeune garçon mort de leucémie que tout le monde a attribué à l'explosion et aux radiations. Nous avons évacué ces gens. Nous avons fait 4 allers-retours entre Rongelap et Medjeto. Sur le premier voyage, je pense qu'on avait 150 personnes sur le bateau avec autant d'effets personnels qu'on avait pu entasser à bord. Et c'était une décision très difficile pour eux de quitter leur île, où la terre fait partie de leur culture. Mais pour l'avenir de leurs enfants, c'est ce qu'ils devaient faire. Ils savaient que sur leur île, ils n'avaient pas de futur. Cette campagne très éprouvante s'achève le 30 mai 1985. Et les photos de Fernando Pereira, un jeune photographe de 35 ans, en mission pour la première fois à bord du Rainbow Warrior, feront le tour du monde. Le 7 juillet, le bateau fait son entrée dans le port d'Auckland. Greenpeace prépare une campagne contre les essais nucléaires français de Mururoa. La France n'avait pas signé le traité de non-prolifération des armes nucléaires. Ce choix politique va stopper net, le 10 juillet 1985, l'épopée du Rainbow Warrior.
Tôt ce soir-là, je suis partie à la cabine téléphonique pour appeler mes parents, pour leur dire qu'on arrivait en Nouvelle-Zélande et que tout allait bien. Et cette nuit-là, pour certaines raisons, à 11h30, il y avait beaucoup de monde à bord dans la salle de réunion en bas, dans l'ancienne cale à poissons qui avait été transformée en ce qu'on appelle le théâtre, un endroit où on se réunit, monte des vidéos, des choses comme ça. Et c'était l'anniversaire d'un de nos membres, Steve Sawyer. On a fêté ça un peu après le meeting. Ça s'est terminé entre 11h et 11h30. Et on devait aller à un autre endroit, de l'autre côté de Auckland, où j'avais un rendez-vous avec d'autres membres de Greenpeace. Il était à peu près minuit moins le quart, et je pense que la moitié de l'équipage était réveillée et que l'autre moitié dormait. Je dormais, et tout à coup, je me suis réveillé inquiet, et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pour quelle raison, j'ai pensé à une collision. En fait, en arrivant près des côtes de Nouvelle-Zélande, j'étais déjà nerveux, parce qu'après plusieurs mois passés en mer, on croisait enfin d'autres bateaux. Et je me suis dit, mon Dieu, on a heurté un bateau de pêche ou quelque chose comme ça. Et j'ai regardé par mon hublot qui donne sur l'avant, et je me suis dit, pas de problème, le bateau est en sécurité. Je me suis recouché et j'ai réalisé que le générateur ne fonctionnait plus. Le bruit sur le bateau était différent. On a entendu plutôt un gros bruit. Pas un bruit qui te fait tout de suite penser à une bombe qui explose. Et là, j'ai réalisé que tout dans ma cabine était sans dessus-dessous. Mes lunettes, que j'accrochais depuis 4 ans, juste là, sur une petite étagère. La chaise était renversée, les habits n'étaient plus là où je les mets d'habitude. Et je devais être à 5 mètres de la porte de la salle des machines. J'y suis allé et Davy Edwards, le chef mécanicien, regardait le moteur et me dit « C'est foutu ». Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire, mais j'ai regardé en bas, à moins d'1 mètre du pont où nous nous trouvions, il y avait de l'eau. Après la première explosion, 3 personnes sont descendues dans les cabines en bas, à l'avant du bateau, car Hannah dormait là-bas, du moins on le pensait. La cuisinière, Margaret Mills, qui habitait en Nouvelle-Zélande, était à bord. Martini Cotier, le docteur Andy Biederman et Fernando Pereira ont couru en bas pour voir s'il y avait quelqu'un. J'étais en bas dans les cabines à chercher les gens. Je savais que Fernando était là. Je me rappelle de Davy Edwards qui remonte et me dit « Fernando est en bas ». J'ai dit « Non, je pense qu'il est à terre quelque part ». Peut-être que je voulais me persuader. Ce n'est pas quelque chose dont je suis fier aujourd'hui. N.B. Markinson et Anne Sorensen étaient aussi perdus. Ces 2 personnes étaient perdues. Quand la seconde bombe a explosé, juste sous moi et malheureusement juste sous Fernando Pereira, et je crois maintenant que ce qui s'est passé quand la deuxième bombe a explosé, c'est que l'eau est passée par-dessus, à l'intérieur de sa cabine, et a bloqué sa porte, il n'a pas pu sortir. C'est seulement parce qu'il était trop tard, après la deuxième bombe, parce qu'il devait monter les marches, et avec toute cette eau qui s'est engloutie en bas, c'était totalement impossible pour lui de sortir de cet endroit. C'était trop tard. Et quand je suis revenue, j'ai été arrêtée par la police du port et on m'a dit que je ne pouvais pas descendre au bateau parce qu'il y avait une explosion à bord. Et j'ai vu que tous les autres étaient là, à part Fernando. Et tous étaient contents de me voir, car ils ne savaient pas où j'étais, et ils avaient peur que peut-être je sois aussi portée disparue.
Et la première chose que pense un mécanicien, c'est qu'est-ce qu'il est arrivé dans la salle des machines? Qu'est-ce qui a bien pu exploser, brûler? Qu'est-ce qu'on a pu oublier? Qu'est-ce qui ne va pas? Je pense qu'en premier, la police néo-zélandaise nous suspectait. Nous avions fait quelque chose de mal, quelque chose qui explose. Je me rappelle juste comment c'était difficile de les convaincre que c'était un sabotage. Mais bien sûr, c'était évident que ce n'était un. Il y avait un trou dans le bateau, un trou produit par quelque chose qui venait de l'extérieur. C'est seulement à 6 ou 7 heures du matin, quand le jour est arrivé, et que les plongeurs de la police de la Nouvelle-Zélande ont pu confirmer que les parois qui avaient été détruites à l'endroit du trou de l'explosion dans la salle des machines, ces parois étaient pliées vers l'intérieur. C'était donc quelque chose qui venait de l'extérieur. La première bombe a creusé un trou de 1,50 m à 2 mètres sur le côté du bateau. Le bateau s'est rempli à la vitesse de, quelqu'un a dit je crois, 8 tonnes par seconde. Il a coulé presque tout de suite. En moins de 40 secondes, l'eau dans la salle des machines est montée partout, jusqu'au niveau de la mer, et il a coulé. La deuxième bombe a été placée sur la propulsion pour désaccoupler le moteur. Mais de toute façon, après la première explosion, on n'avait aucune chance de réparer le bateau pour aller à Mururoa. C'était un meurtre inutile, avec aucun respect de la vie humaine. On a eu beaucoup de chance. 6 personnes auraient pu être tuées sur le coup. L'explosion a détruit 2 cabines. Chacune d'elles aurait pu contenir 2 personnes qui y dormaient. Et on a eu beaucoup de chance que ces 2 personnes soient absentes au moment de l'explosion. Et pour la seconde explosion, c'est très clair, c'était pour endommager le bateau. Mais ils devraient savoir, ils avaient dû regarder les plans de bateau, ils devraient savoir que ça allait complètement détruire les cabines, où les gens devaient dormir à ce moment-là. Si vous faites ça à minuit, une nuit de week-end, vous devez bien penser que les gens dormaient dans leur lit. Dans un sens, on a eu beaucoup de chance qu'une seule personne soit tuée. S'ils voulaient ne pas perdre de vie humaine, nous avions le téléphone à bord. Ils pouvaient laisser un message anonyme. Ils pouvaient téléphoner la police et faire une alerte à la bombe. La police serait venue nous réveiller et évacuer le bateau. Ça aurait sauté après. Mais ils n'ont rien fait de tout ça. C'est vraiment le minimum qu'ils pouvaient faire s'ils voulaient faire attention aux vies humaines. Mon sentiment, c'est qu'ils avaient pour mission de couler et stopper le bateau. Ils l'ont fait. Ils se foutaient de savoir s'il y avait quelqu'un à bord ou non. Quiconque habitué à une mission avec un minimum d'expérience et d'intelligence à propos de sabotage, j'ose espérer que ces gens savaient ce qu'ils faisaient, devrait savoir qu'il y avait un très gros risque de tuer et de blesser des gens, vu la façon dont cette opération a été programmée. Tous les arguments qu'ils utilisent, qu'ils ne savaient pas, qu'ils ne voulaient pas, qu'ils n'étaient pas d'accord, je pense que c'est des conneries. Et je ne peux pas accepter ça, de tout. Si les personnes responsables voulaient uniquement empêcher le bateau d'aller à Mururoa, ils pouvaient utiliser 20% de la charge explosive. 10%, ça suffisait. Et probablement, ils n'auraient tué personne. Mais une bombe comme ça, sans prévenir, c'est ce que j'appelle un attentat. Un attentat mortel. C'est la seule chose que je vois. Une attaque terroriste, c'est tout ce que c'est. Une attaque terroriste organisée par un État. Quand j'ai vu le bateau couler avec le mât posé sur le quai, c'est là que j'ai vraiment compris ce qui s'était passé. Le 22 septembre 1985, après plusieurs semaines d'enquête et de révélations, le Premier ministre français Laurent Fabius déclare officiellement « Des agents de la DGSE ont coulé le Rainbow Warrior, ils ont agi sur ordre ». Le major Alain Maffard, le capitaine Dominique Prieur, les faux époux Turange en lune de miel à Auckland, Gérard Andriès, Jean-Michel Barcelot, Roland Verge, les nageurs de combat, le docteur Xavier Maniguet, honorable correspondant, Christine Cabon alias Frédéric Bonlieu qui avait infiltré Greenpeace,
le colonel Louis-Pierre Dillet, patron de l'opération, et la troisième équipe composée d'Alain Tonnel, Jacques Camurier et Jean-Louis Dormand. Au total, plus de 10 agents secrets pour réaliser l'opération satanique. Bilan du premier acte terroriste dans l'histoire de la Nouvelle-Zélande, un mort, le photographe Fernando Pereira. Quant aux faux époux Turange, ils écopèrent de 10 ans de prison qu'ils n'effectuèrent jamais. Aujourd'hui, les Kiwis, les Néo-Zélandais, se sont appropriés l'histoire du Rainbow Warrior, qui trouve sa place au musée de Dargaville. La maquette du Rainbow Warrior, sous voile parée de sa colombe au rameau d'olivier, trône au milieu d'une vitrine. Objets, photos et articles de presse retracent l'épopée du navire jusqu'à la date fatidique du 10 juillet. La pendule, restée figée, indique encore l'heure de l'attentat. À l'extérieur du musée, les 2 mâts du bateau ont été dressés. Autre lieu devenu le sanctuaire du Rainbow Warrior, à 3 heures de route au nord d'Auckland, au bout de nulle part, Matori Bay, en plein territoire maori. Leur porte-parole, Dover Samuel, député de l'opposition, est à l'origine du choix de cet emplacement où repose aujourd'hui l'épave du Rainbow Warrior. Il y a 27 îles dans cet archipel qui s'appellent les Cavali. Le peuple maori, les tribus disent que ces îles représentent une famille. La plus grande, l'île principale, s'appelle Mutukawanui. Celle-ci là-bas s'appelle Mutukawaiti. Nui signifie grand, vieux, le parent. Iti, c'est l'enfant. Le jour où on a emmené le Rainbow Warrior ici, c'était tôt le matin, très tôt. Le soleil se levait. Nous avons été bien accueillis par les locaux, les Maoris. C'était très émouvant. Nous ne savions pas quelle était la meilleure chose à faire avec le Rainbow Warrior. Mais c'était une fin digne pour un bon bateau. Il y avait une ancre à l'avant, une ancre à l'arrière, et il y avait des trous percés, juste au-dessus de la ligne de flottaison. On a retiré les panneaux et on a pompé l'eau vers l'intérieur du Rainbow Warrior. Il devait couler à 12 heures, mais il a refusé de descendre. Et c'est seulement à 14 heures qu'il a commencé à sombrer. À ce moment-là, j'ai pris ma caméra. J'étais le premier plongeur sous le Rainbow Warrior. Et à la tête, le drapeau flottait toujours dans le courant.
up, that's where you find me, oh, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly, the dreams that you dare to. Why, oh, why can't C'est absolument magnifique. Maintenant, on dirait un récif naturel. Tous ces poissons, toute cette vie, toutes ces couleurs sur l'épave, c'est incroyable. Les gens doivent le voir pour le croire. Beaucoup pensaient que couler une épave, ça allait polluer l'océan. Ils ne voulaient pas d'épave ici. Ça allait polluer la mer. Je dis seulement à ces gens, venez voir, regardez la beauté de la vie sous-marine. C'est comme un jardin sous l'eau. C'est super. Beaucoup de gens viennent ici avec leur appareil et ils prennent en photo le Rainbow Warrior. Tout est transformé, c'est comme un récif qui a l'air naturel. Et ici, particulièrement sur cette épave, il y a plus de vie marine que sur certains récifs de ces îles. Avec le Rainbow Warrior, le guerrier de l'arc-en-ciel, Dover Samuel a trouvé un symbole qui correspond à l'esprit de son peuple. Les Maoris ne font pas de cimetière, sauf si l'âme du guerrier est en parfaite harmonie avec l'environnement. Paris, 18 000 km. Nos chefs pensaient que cet endroit est très important. Il y a très longtemps, c'était une forteresse pour les Maoris. Il y a beaucoup d'histoires sur cette montagne. Les Maoris l'appellent Maunatapu. Ça veut dire la montagne secrète, et c'est pour toutes ces choses que j'ai pensé que c'était le meilleur endroit pour faire un mémorial pour le Rainbow Warrior. Ça, c'est l'hélice du Rainbow Warrior. C'est l'hélice quand la bombe qui a été placée à l'arrière a coupé l'arbre et elle est tombée. Au-dessus, il y a un symbole maori. Nous mettons ça sur nos pirogues. Ça s'appelle matakete. Ça représente la vision vers le futur. Pas simplement pour cette génération, mais pour toutes les autres générations. Voilà, c'est tout simple, c'est l'histoire que représente ce mémorial. Et bien sûr, il a été dédié à Fernando Pereira, qui a été tué. Il y a une stèle pour lui en mémoire de sa vie perdue quand le Rainbow Warrior a été coulé. Tous les gens qui sont passés par le Rainbow Warrior ont été marqués. Et où qu'ils soient, où qu'ils aient été par la suite, ils ont été, d'une manière ou d'une autre, transformés par ce passage par le Rainbow Warrior. Et on faisait en fait quelque chose de grand sans rendre compte complètement. On le faisait parce que c'était notre devoir.